Bonsoir à tous et merci d'être venus à ce meet-up qui sera dédié du coup à la sécurité. Sécurité défensive, on parle beaucoup trop de la sécurité offensive avec tout ce qui est pentest et tout, et on parle pas assez de la sécurité justement défensive. Le thème ce soir, ça va être, donc comme prévu, ça ne marche pas, hop. Le thème ce soir, ça va être l'analyse de malware et ça va être une introduction. Pourquoi? Parce que nous avons une heure. En une heure, analyser un malware complètement, c'est un beau challenge, on va pas se le cacher. Donc, on va juste se limiter à quelques malwares, une famille de malwares. Alors l'objectif, je vais essayer de manipuler et de vous le faire en live, du début jusqu'à la fin. Donc j'espère qu'il n'y a pas de phobique ici de la ligne de commande, parce que ça va être l'objectif majeur. Donc je vais commencer juste par monter mon infra, et pendant que ça charge, je me présenterai. Donc du coup, je vais juste monter un petit VPS sur Public Cloud. Je ne sais pas si ici il y a des clients Public Cloud. C'est plutôt pratique. Alors, je suis plutôt un adepte de Debian. Toc, un VPS avec 2 Go de RAM, ça suffira largement. Hop, je vais mettre un petit script magique. J'espère que vous voyez tous. Voilà, je vous expliquerai après dans le détail à quoi ça sert tout ça. Toc, je la lance. Pendant ce temps-là, je vais me présenter. Donc je me nomme Sébastien Mériot, je suis chez OVH depuis à peu près 3 ans. Et donc, je suis dans l'équipe sécurité. Alors, qu'est-ce que je fais exactement dans l'équipe sécurité? Je vais principalement m'attacher à la sécurité des clients, détection des compromissions, mais aussi détection des attaques potentielles qui peuvent viser nos clients. Exemple concret, WannaCry. Tout de suite, on a vu nos honeypots. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le terme de honeypot. Nos honeypots remontaient des alertes, et dans ces cas-là, c'est là où on intervient, détection des IOC, etc. Et ensuite, mise en place du plan d'action pour protéger nos clients. Donc je vous expliquerai dans le détail vraiment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces termes, IOC, honeypot, et quelles sont derrière les actions qu'on peut entreprendre. Donc là, j'ai ma VM qui est en train de se créer. Ok, j'ai l'IP. On va attendre quand même qu'elle finisse, histoire que tous les scripts puissent se lancer. Dans la salle ici, est-ce qu'il y a des personnes déjà qui travaillent dans la sécurité informatique? Levez la main. Une personne. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà analysé des malwares à la maison? Non, jamais? Bon, ça tombe bien, je vais essayer de ne pas être trop violent, c'est-à-dire vous montrer de l'assembleur tout du long. L'idée, c'est surtout de vous montrer que l'assembleur, c'est un très bon outil, mais souvent, à tort, on a tendance à s'y plonger trop rapidement. Avant de désassembler un binaire, on va commencer à faire un grand nombre d'analyses pour justement essayer de cerner à quoi on a affaire. Donc justement, ça va vraiment être une introduction. Alors, j'ai mon IP, j'ai ma VM qui a booté, impeccable. Pop. On est parti. Alors normalement, si tout s'est bien passé, bon, les scripts de déploiement doivent être encore en train de s'exécuter. C'est assez magique Public Cloud. Je lui ai mis le script, donc en fait, ce script-là va juste m'installer un petit binaire. Hop, il va pas tarder à se déployer. Bah, il est là, impeccable. Je vais le lancer et je vous expliquerai ensuite de quoi il en retourne. Parfait. Toc. Alors, par contre, c'est pas cool. Excusez-moi. Faut que je prévienne quelqu'un que je viens pas manger ce soir. Les aléas du direct. Hop. Alors. L'analyse de malware. Déjà, une petite rétrospective. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Norton Antivirus a été commercialisé dans les années 90. Pourquoi? Tout ce qui est thématique de malware, c'est pas nouveau. Dès les années 50, il y avait des chercheurs qui commençaient à faire des recherches sur la réplication, donc la virologie. Vous verrez, pendant toute la présentation, je vais parler de malware, logiciel malveillant, et pas de virus, volontairement. Les virus, c'est une sous-catégorie des malwares. Un virus, justement, et c'est ce dont les chercheurs ont commencé à travailler dès les années 50, un virus, ça a la capacité de se répliquer. Donc, par exemple, dans les années 98, on a eu le CIH,
qu'on a aussi appelé entre nous Tchernobyl. Tchernobyl pourquoi? Parce que le 26 avril, précisément, il se déclenchait et il tentait de flasher le BIOS de la machine. C'était un virus qui était plutôt violent. À l'époque, il n'y avait pas une isolation aussi belle que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, et donc en userland, vous pouviez accéder, via des moyens détournés, au BIOS, et donc flasher le BIOS de la machine. Autant dire que la machine avait quelques problèmes pour booter ensuite. Donc là, on était vraiment en présence d'un virus, et ce virus était capable de se répliquer sur d'autres exécutables. Le CIH, pour vous donner un ordre d'idée, il a été entièrement écrit par un étudiant en assembleur, en x86, et il faisait moins d'1 kilo. Moins d'1 kilo de T. Capacité de se répliquer sur les autres fichiers exécutables, donc découverte sur le file system d'autres exécutables, il les patchait, et derrière, flashage du BIOS, le 26 avril. Donc là, on est vraiment sur la thématique virus. On n'a pas que les virus dans les malwares. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de I Love You, j'imagine que oui, c'est pour ça que je le mentionne. I Love You, c'était un malware qui se propageait par mail via un script VBS, un Visual Basic Script. Ce script, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les contacts Outlook de la personne et ensuite il se propageait comme ça. Et accessoirement aussi, il faisait de la compromission de certains fichiers médias. JPEG, il me semble qu'il y avait les MP3 aussi dans le lot. Donc là, on était plus un petit peu comme Blaster, sur un comportement de verre. Blaster, si vous vous souvenez, c'était vraiment une plaie dès lors que vous installiez un Windows XP, bim, vous aviez la pop-up, attention, votre ordinateur va rebooter. Blaster, c'était un verre qui se propageait sur Internet et qui exploitait en fait une vulnérabilité, d'où le terme de verre. Le verre va exploiter une vulnérabilité et derrière, il va potentiellement causer des désagréments pour l'utilisateur. Blaster, en fait, le créateur de ce malware avait pour objectif de signaler une faille qui n'était toujours pas corrigée à Microsoft. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma slide précédente. Ici, là, cette petite capture d'écran, c'est typiquement une signature de Blaster. À l'intérieur, vous avez un petit message à l'intention de Bill Gates et s'il te plaît, fixe ton Windows afin que on arrête de pouvoir faire cet exploit qui était une RCE, en fait, une capacité d'exécuter du code à distance sur une machine. Et donc Blaster, en fait, le principe, il se propageait via Internet et il infectait tout ce qu'il trouvait. Et on a retrouvé aussi dans le code de Blaster une notion de déni de service où il se synchronisait et à une certaine date, tous les PC infectés devaient envoyer des requêtes en masse à Windows Update. Donc là, on a commencé aussi à avoir une notion de déni de service. Agobot est intéressant parce que dans l'écosystème des malwares, on a aussi ce qu'on appelle les botnets. Alors les botnets, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. À la fin des années 90, on a commencé à en voir. Agobot avait cette petite particularité, c'était un botnet qui se synchronisait via IRC. Alors si le terme de botnet ne vous parle pas, je vais revenir après dans le détail qu'est-ce que c'est. Dans bot et net, vous avez bot, des robots, et net, network, donc un réseau de robots. Donc Agobot, en fait, c'est intéressant parce qu'on a vraiment un malware qui était pensé utilisation derrière. PGP Coder, l'un des premiers ransomware. PGP, ça vous parle peut-être, chiffrement. Donc derrière, il chiffrait les fichiers, demande de rançon. Vous voyez, là, on est en 2005. Hein. Les Loki et autres n'ont pas inventé beaucoup de choses. Mpac, un des premiers exploit kits. Aujourd'hui, on parle pas mal de handler ou de rig. Qui sont des exploit kits. Qu'est-ce que c'est Mpac? C'était en fait un exploit kit en PHP, donc vous avez plein d'outils, et à l'intérieur, en fait, c'est des exploitations de vulnérabilité. Vous demandez à quelqu'un d'aller sur une page, et donc l'exploit kit va faire en sorte d'exploiter des vulnérabilités dans le navigateur pour déposer un fichier sur la machine. Donc ça, c'est pas mal utilisé par des ransomware ou par différents downloaders ou troyans ou autres en ce moment. Après, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple Bashlight. Bashlight, appelé aussi Qbot, Javdit ou plein d'autres noms, qui avait été développé par Lizard Squad en 2014. Les sources sont leakées, sont non disponibles sur GitHub. C'est un malware IoT. C'est un malware, l'un des malwares IoT les plus répandus. Pourquoi? Parce qu'il est très facile à utiliser et la majorité des kiddies s'en donnent à cœur joie. Donc, typiquement, aujourd'hui, on va pas mal regarder du Bashlight. Pourquoi? Parce que derrière, très peu d'obfuscation. Récupérer des samples, c'est plutôt fun. Et derrière, mine de rien, la façon dont c'est codé, c'est aussi plutôt fun. Donc on va plutôt regarder du Bashlight. Derrière, on a Loki, un ransomware plutôt connu. On estime que Loki
a gagné beaucoup d'argent, je vais revenir sur la slide juste après, et Mirai qu'on ne présente plus, qui est aussi du DDoS. J'avais hésité pour aujourd'hui entre Bashlight et Mirai. Mirai, malheureusement, il y a un petit peu d'obfuscation, et on aurait dépassé, je pense, largement l'heure pour l'analyser comme il faut. Donc c'est pour ça que je me suis plutôt focalisé sur Bashlight. Si on fait un petit focus sur l'argent de tout ça, ça a engrangé, c'est là où ça devient très intéressant. Pourquoi ? Parce que, bon, dans les années 90, c'est mignon, les gens, ils faisaient des malwares un petit peu pour le plaisir. Je vous parlais de Tchernobyl tout à l'heure. Tchernobyl, en fait, il a été conçu par un étudiant asiatique, Taïwan ou la Malaisie, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais dans ce coin-là. Et en fait, derrière, c'était juste pour se prouver à lui-même qu'il était capable de faire ce genre de choses. Et puis, si on regarde au fil du temps, ben, on voit que les malwares commencent à faire gagner de l'argent à leurs auteurs. Typiquement, Agobot, s'il a été conçu sur IRC, donc un canal de communication, c'était justement pour derrière pouvoir vendre du service, et donc pouvoir rentabiliser le botnet. PGP Coder, bah, ransomware, hein, on est clairement dans le rançonnage de la donnée. Là aussi, il y a un petit intérêt quand même gagner de l'argent, faire payer les gens pour gagner de l'argent. Mpac, bon, c'est un des spot kits. Bashlight, pareil, avec Mirai, c'est vendre du temps sur le botnet. Donc, par exemple, vous louez le botnet pendant 1 heure et vous pouvez lancer autant de DDoS que vous le souhaitez. Sur un petit botnet, pour vous donner un exemple d'idée, un ordre d'idée, sur un petit botnet, vous pouvez lui louer du temps pour lancer des attaques sur une fourchette entre 5 et 10 euros l'heure. Donc c'est très abordable. C'est un petit botnet. Loki, c'est une toute autre paire de manches. Loki, on est plutôt sur des centaines de millions d'euros de chiffres. Alors c'est là où on voit qu'il y a un gros décalage. Dans les années 90, on était sur des étudiants ou sur des personnes assez isolées qui mine de rien, faisaient des choses pour se prouver des choses à eux-mêmes. Et ces derniers temps, on voit vraiment des organisations criminelles, des groupes, qui investissent le terrain du malware pour créer des malwares qui sont de plus en plus intelligents, de plus en plus malheureusement redoutables, avec des mécanismes de protection qui sont aussi assez intéressants à étudier, et où derrière l'objectif c'est de rapporter de l'argent. Alors il y a des groupes criminels, il y a aussi des États qui sont en manque de devises et qui libèrent certains malwares sur l'Internet. On le voit très bien en ce moment avec certains crypto-mineurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un botnet ? Vite fait, sans rentrer dans le détail, un botnet, comme je vous disais, c'est un réseau de bots. Donc on va avoir pas mal de machines zombies, donc c'est les fameux bots. Ces machines zombies, en fait, c'est des machines qui ont été infectées par un malware. Donc il y a un malware qui tourne. Ces machines, elles se connectent à ce qu'on appelle un serveur de contrôle. Ce serveur de contrôle, il va permettre de piloter à distance toutes ces machines, et donc de leur faire des actions à l'insu du propriétaire de la machine. Ce serveur de contrôle, on l'appelle le Command and Control, nous on l'appelle le CNC ou le C2. Ce CNC, il est géré par ce qu'on appelle le herder, donc le propriétaire du botnet, qui lui ensuite va revendre, comme je vous disais, du temps d'exploitation sur le serveur. Donc ça se monnaie en général en crypto-monnaie, mais pas nécessairement. Donc un botnet derrière, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Ça peut être du déni de service, ça peut être l'envoi de spam massif, ça peut être du brute force, ça peut être scanner l'internet, ça peut être des exploits, enfin ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Injecter des couples login mot de passe sur des formulaires, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un botnet classique. Pour un botnet IoT, on reprend les mêmes, on est un peu différent. Vous remplacez juste les bots par des devices, tout ce que vous voulez. Des caméras, alors on dit par abus de langage des caméras, en réalité c'est des DVR, donc ce sont les enregistreurs de ces caméras. Donc en fait c'est des boîtiers Linux ou OpenWRT qui tournent dessus. Donc parfois l'UPnP fait que ça s'expose sur l'internet, oh joie. Donc vous avez des devices à poil qui tournent sur l'internet. Donc là je parle de DVR, mais derrière on a des routeurs, des NAS, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Parfois c'est des Raspberry aussi. Les Raspberry ça marchait très très bien pendant un moment. On peut avoir des serveurs, c'est pas que quand on parle de botnet IoT, il y a aussi des serveurs derrière qui sont compromis. Plus récemment, très drôle, on a eu des SetsToys connectés aussi,
qui se sont fait compromettre. Voilà, on a pléthore de choses. Bientôt, un jour, peut-être les frigos. C'était notre déception aussi de ne pas avoir des frigos. Un jour, peut-être des frigos ou des télés connectées. Donc ces devices, une fois connectés, une fois infectés, se connectent également au serveur de contrôle. Il y a un herder qui monétise tout ça, voilà, comme un botnet classique. Petite subtilité, c'est que dans le cadre de l'IoT, on va avoir les devices qui vont se mettre également à scanner l'Internet. Donc en fait, ces mêmes devices qui sont infectés vont infecter leurs pairs. Et c'est ça qu'on va venir exploiter. Et c'est par là où on va entrer et récupérer nos samples. Récupérer les malwares à analyser. Ça va jusque-là? Ouais. Alors la question c'est pourquoi analyser un malware? Ça, c'est une excellente question et parfois il y a des gens qui ne savent pas forcément y répondre. Alors forcément, il y a quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, c'est essayer de comprendre comment ça marche. Ok. Alors pourquoi essayer de comprendre comment ça marche? Ça peut être essayer d'identifier une menace. Si vous avez par exemple un WannaCry qui est dans la nature, bon, rapidement vous allez comprendre que c'est un ransomware, il va chiffrer vos données. Mais est-ce qu'il ne fait que chiffrer vos données? Est-ce que derrière il ne met pas des backdoors? Est-ce que derrière il ne fait pas d'exfiltration de la donnée? Donc derrière c'est vraiment s'assurer du comportement et comprendre ce qui se passe véritablement lorsque vous exécutez ce malware. Pourquoi? Parce que derrière, potentiellement, vous allez avoir des utilisateurs ou des clients qui auront lancé ce malware, et donc il faut comprendre quel est votre niveau de compromission. Parce que derrière, il y aura un plan d'action qui sera différent. Si jamais c'est juste un ransomware qui chiffre de vos données, ou si, par exemple, tous les mots de passe de la boîte ont fuité, il faut savoir adapter sa réponse à incident. Vous n'allez pas pouvoir mettre en face de ces points les mêmes actions. Derrière, ça peut également être la récupération de ce qu'on appelle des IOC, des indicateurs de compromission. Pourquoi? Alors, dès lors qu'on fait du réseau, ça devient quelque chose de très important. Il faut savoir détecter quelle machine a pu être infectée sur le réseau. Donc parfois, elle va émettre des paquets anormaux. Parfois, elle va juste rester silencieuse. Parfois, elle va se connecter au CNC. Donc on va avoir une connexion à une IP qui est identifiée comme un CNC. Donc là encore, on fait du défensif. Ça va permettre d'alimenter des règles dans ce qu'on appelle des IDS, donc vraiment de la détection d'intrusion, des boîtiers réseau ou des SNOR, tout ce que vous voulez. Ça peut être identifié, comme on va le faire juste là, un serveur de contrôle. Nous, en tout cas, ça va être l'objectif qu'on va se fixer, c'est identifier le serveur de contrôle, parce que si on coupe la tête, les membres tombent. En tout cas, c'est la philosophie qu'on a. Donc, plutôt que d'essayer de désinfecter les devices un à un, autant couper directement le serveur de contrôle, et puis comme ça, on élimine une menace. Et puis parfois, il y a des personnes qui sont un peu chanceuses et qui trouvent ce qu'on appelle des kill switch. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À qui parle le terme kill switch? D'accord. Alors les kill switch, parfois, ça arrive que des créateurs de malware mettent au sein des malwares des mécanismes pour s'auto-protéger. Par exemple, on peut citer WannaCry qui est un exemple le plus connu sans doute. Il y avait un domaine qui était hardcodé dans ce binaire. Alors, est-ce que c'était volontaire ou non? Je n'entrerai pas dans le sujet. Et dès lors que ce domaine pouvait être résolu, alors le malware était inactif. Dans la majorité des cas, ce type de comportement, c'est pour faire du sandboxing, pour détecter le sandboxing, détecter le fait que vous êtes en train d'être analysé et donc de passer sous le radar des personnes qui essaient de vous analyser. Mais ça devient très pratique, c'est lorsque par exemple il suffit de dropper un fichier, par exemple dans C2.Windows ou dans C2. Et là d'un coup, le malware est complètement inefficace. Donc ce que vous faites, c'est de vous rajouter une politique sur votre gestion de parc, et hop, sur tous vos PC de votre parc, vous déposez le fichier, et comme ça vous êtes sûr que vous êtes prémuni au niveau de votre parc. Donc ça peut servir à tout ça, l'analyse de malware. C'est pas uniquement aimer spalucher du code en assembleur. Ce n'est pas que ça. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai lancé une machine virtuelle. Si jamais vous voulez faire de l'analyse de malware, je ne saurais que vous recommander de prendre une machine potentiellement que vous pourrez détruire par la suite. Si possible, et c'est encore mieux, isolée de votre prod. Si vous faites ça par exemple chez vous, assurez-vous que cette machine n'a pas accès à votre réseau et potentiellement n'a pas accès à vos données, au cas où ça se passe mal.
Comme je vous dis, on n'est jamais à l'abri, enfin, on part un petit peu à l'aventure, donc on ne sait pas ce qu'on peut rencontrer ou quoi que ce soit. Donc il faut s'assurer d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires, et si jamais ça foire, bah, fallait s'y attendre. Donc là, j'ai pris une machine virtuelle, elle est lancée, tout, très bien, et dessus, j'ai lancé un petit programme, si vous avez vu. Ah, alors attendez, quelque chose qui s'est mal passé. Bon. Bah écoutez, ça va arriver. Hop. Donc j'ai lancé un petit programme, My Little Honeypot, qui écoute sur le port 23. Ah mais j'ai perdu le réseau, c'est pour ça. Alors, hop. Si je n'ai pas de réseau, c'est pas super pratique. Voilà, ok. Alors, bah, je vais le relancer. Hop. Donc, ce honeypot, en fait, traduction littérale, ça veut dire pot de miel. Un pot de miel, c'est en référence à Winnie l'ourson. Si vous vous replongez un petit peu dans votre enfance, ça devrait vous rappeler quelque chose. En fait, Winnie l'ourson était toujours attiré par le miel. Et donc, il se mettait dans des situations parfois un petit peu délicates pour récupérer du miel. En fait, le honeypot, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, j'ai juste mon screen ici qui a frisé. On va pas en tenir compte. Le honeypot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simuler un service telnet ouvert, comme un vrai device IoT. Alors là, je l'ai écrit moi-même. Il existe des honeypots en open source. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent des honeypots. Oui, non. Cori, par exemple. Voilà, enfin, vous en avez tout plein. Là, je l'ai écrit juste à titre indicatif, donc je l'ai mis sur GitHub si ça vous intéresse. Il fait même pas 200 lignes. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de simuler un telnet. Dès lors que lui... Bon, lui, il veut pas me rendre la main, tant pis. Toc. Donc en fait, je vais me reconnecter sur la machine, je vais vous montrer. Dès lors qu'on se connecte sur ce port, ça va simuler une connexion telnet. Donc je vais faire juste un petit telnet en localhost. Sur le port 23, voilà. Donc là, ça prompt un login avec un mot de passe, voilà. Et ça fait comme si c'était un vrai serveur telnet. Et donc vous voyez ici la connexion. Je vais juste zoomer davantage, comme ça vous pourrez voir vraiment. Voilà. Donc là en fait, ça simule vraiment un faux device. Mais les bots derrière, ben, eux, ils sont là pour compromettre. Ils vont pas faire attention, est-ce que c'est un honeypot ou pas. Ah oui, ça c'est du telnet. Alors telnet, c'est CTRL-6 sur Mac, ça. Oui. Voilà. Et donc, une fois que la transaction est terminée, je load dans un fichier. Très bien. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est, hop, on va regarder globalement qu'est-ce qu'on a eu. Donc, là, vous voyez, on a parlé pendant un petit quart d'heure, une petite vingtaine de minutes. Et donc, on a eu 4 hits dans le honeypot. Ce qui est bien avec l'IoT, c'est que ça scanne dans tous les sens. Donc, vous pouvez avoir un nombre de hits juste impressionnant en quelques minutes. Ça se prête plutôt bien pour une présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va regarder rapidement ce qu'on a eu. Toc. Allez. Alors, donc là, on a des caractères. Je log de façon brute de forme. Donc voilà. Donc, quand je vous disais, donc là, on a, si je reprends celle que j'ai faite, j'avais mis root et root. Vous voyez, en fait, je log le user, le mot de passe. Et ensuite, les commandes. Donc ça, c'est mon test. Donc là, on a un root avec plein de zéros. OK. Default enable. D'accord. Admin. Ok, très bien. Root enable. Donc là, vous voyez, on a 4 tentatives qui ont essayé de me compromettre. Alors, qu'est-ce que ça a essayé de faire concrètement? Je ne sais pas lequel on va prendre. Allez, je ne sais pas. Au pif, on va prendre le 0. Hop, on va regarder ce que ça donne. Alors, enable shell. En fait, il essaie de popper un shell sur le device via telnet. Via un shell, ensuite là, il essaie de me lancer des commandes. Alors, c'est plutôt du wineline.
Alors, hop, on va juste splitter les lignes, histoire que ce soit un peu plus lisible par un humain. Voilà. Donc, il pop un shell, et ensuite, derrière, il essaie de me faire exécuter pas mal de commandes. Donc, un petit CD, pour me faire changer de répertoire, /tmp, va run, ou mnt, ou root, ou slash. Bon, très bien. Il y en a bien dans tout ça qui va répondre. Et ensuite, vous voyez qu'il essaie de m'infecter en me faisant télécharger un fichier bash, un petit fichier sh. Ce fichier sh, il le chmod en plus x. Ça va, la ligne de commande? Oui. Il l'exécute. TFTP sur la même IP avec un shell. Il le chmod, il l'exécute. Ok, donc potentiellement, il y a plusieurs vecteurs pour essayer de m'infecter. Et ainsi de suite. FTP get, bon. Et derrière, il RM tout ça. Et façon radicale, derrière, pour être sûr, il fait un petit RM-RF étoile. Comme ça, si on est dans slash, parfait. Là, bon, il essaie de se faire passer pour un Mirai, mais bon, à mon avis, tu n'es pas Mirai, Coco. Donc il exécute plein de commandes et ensuite ça se répète. D'accord. Donc là, notre honeypot, en fait, il nous a permis de donner un point d'entrée. Donc ça, c'est typiquement intéressant parce que là, on va pouvoir récupérer un sample et commencer à travailler sur un sample. Donc là, on va pouvoir regarder qu'est-ce que c'est de ce fichier. Donc hop, je vais juste copier ça. On est sous une Debian 9. Voilà. Hop. Donc on va télécharger ce petit script là. Toc. Donc ça répond. Parfait. Et donc on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors ce monsieur aime beaucoup le wineline. Donc tout comme tout à l'heure, on va essayer de splitter ça. Ce sera plus facile à lire. Toc. Bon, globalement, c'est toujours le même pattern, hein, ce qu'on voit. Donc, il essaye de se positionner comme tout à l'heure dans /mnt, va run mnt root ou slash. Il télécharge ntpd. À mon avis, ce n'est pas le démon ntp. Il le chmod, il l'exécute, il le rm, sshd. Voilà, OpenSSH, bash, tftp, wget, cron, ftp, sh. Oh, la petite fourberie. Il nous télécharge un fichier nommé espace. Elle est bien tentée, celle-là. Il le chmod espace et il exécute espace. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, on va wget tout ça. Toc. Alors, cat bin, si je fais une petite regeexp. Alors nous, chez OVH, on aime beaucoup les regeexp. Hein, alors vous allez en avoir pas mal. Donc si je toc wget dans bin, par exemple. Ah, parce qu'en wget, c'est très 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 méta. Alors bon, on va perfectionner ça un petit peu, voilà, toc. Et puis, allez, on va télécharger tout ça. Allons-y. Toc. Et telnet, il est pas là. Très bien. Donc là, j'ai téléchargé tous les fichiers. Donc ça, a priori, ça a l'air d'être des binaires. Première chose qu'on peut faire, c'est déjà un petit peu découvrir qu'est-ce qu'on a téléchargé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la command file. En fait, la command file, ça permet de déterminer un type de fichier. Donc ça va faire différentes heuristiques. Et si c'est un fichier ELF, typiquement un fichier binaire exécutable, ça va regarder dans la structure ELF quelle est l'architecture cible. Donc on va faire un petit file sur tous nos fichiers. Le fameux fichier espace, qui finalement s'avère être compilé pour de l'ARM. Donc, comme je vous disais, les malwares en question ciblent tout plein de devices. Donc en fait, il les compile pour plein de plateformes. Donc là, on a de l'ARM 32 bits, on a du 64 bits. Donc ça, c'est le script shell que j'ai téléchargé tout à l'heure. PowerPC, du 386, du MIPS. Alors le Renesas SSH, je vais être très franc avec vous, je ne sais pas ce que c'est. Du 68K, du Spark, du MIPS, de l'ARM et du 386. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça nous permet déjà de savoir quel binaire on va pouvoir travailler. Personnellement, je suis plus à l'aise avec du x86 qu'avec de l'ARM. On ne va pas se le cacher. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on voit que c'est des binaires qui sont linkés statiquement. Qu'est-ce que ça veut dire linkés statiquement? Ça veut dire qu'ils ne dépendent pas de points SO externes. Si vous prenez par exemple ls, ls, il va dépendre de la libc, typiquement, ou de la libpfred, etc. Là, notre binaire, si je prends, je sais pas, mon ami espace, toc, espace,
il est statique, donc il ne dépend pas de SO dynamique. Donc ça veut dire qu'on va avoir des binaires qui sont potentiellement plus gros, qui incluent potentiellement plus de bruit et qui vont être un peu plus difficiles à analyser. Par chance, ils ne sont pas strippés, donc on a de fortes chances de voir les symboles dans le binaire. Donc ça peut nous aider dans notre analyse. Ok. Donc là, c'est intéressant. On a un binaire. Moi, ce que je vous recommande, ici, qui connaît VirusTotal? Oh, c'est pas mal. Lorsque vous avez un malware comme ça, c'est de le passer dans VirusTotal. Alors, VirusTotal, hop, voilà, virustotal.com. En fait, c'est un projet qui vise à faire de l'analyse de malware en environnement sandboxé et particulièrement en le faisant analyser à plusieurs antivirus. Donc là, dès lors que vous allez poster un fichier, il va l'analyser par une soixantaine d'antivirus. Et il va vous donner un résultat pour savoir quels sont les antivirus qui ont détecté ce fichier comme un virus. Attention, ce que vous postez sur VirusTotal, c'est public. Donc ça veut dire que si vous postez un fichier, nous, on va pouvoir le télécharger. On a des licences, et ensuite derrière, on peut télécharger les samples. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est que les analyses de ces antivirus, eh bien, elles vont permettre d'améliorer les signatures de ces mêmes antivirus. Si derrière, on analyse un fichier qui est malicieux, mais qu'un antivirus ne l'a pas détecté, on est en capacité de dire, bah non, ce fichier est malicieux, et donc derrière, VirusTotal va notifier l'antivirus, comme quoi bah, il n'a pas identifié ce fichier comme étant un malware. Donc derrière, charge à l'éditeur de l'antivirus de mettre à jour son système de signature. Alors, je vous uploaderai bien un de ces fichiers en direct live. Le problème qui se passe, c'est qu'il faudrait que je vous affiche ma clé d'API. Donc, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai uploadé un malware qui est à peu près similaire. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai uploadé FTP. Et donc, vous avez un rapport comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez tous. Je vais faire un petit zoom. Voilà, toc. Et donc, on voit que effectivement, on a 25 antivirus sur 60 qui le détectent. Et donc, il le détecte comme étant GavGit, donc c'est Bashlight Qbot. GavGit, je vous laisserai remettre les lettres dans le bon ordre pour comprendre le haut niveau des personnes qui écrivent ce type de malware. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'antivirus qui ont pu le détecter. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que VirusTotal vous permet d'avoir différentes statistiques. Donc il vous dit que c'est du ELF, il vous fait le file en fait, il regarde les sections de code. Il vous permet un petit peu d'avoir une analyse assez méta du fichier. Mais typiquement, vous voyez, il y a pas mal de malwares qui ne sont pas... Enfin, uploader un malware récent, ça va forcément aider à créer la signature. Parce que si je prends... Alors, je ne sais plus, voilà, j'avais pris celui-ci. Donc il y a une facture, peut-être que vous en recevez massivement en ce moment, des factures en .doc. Donc il y a pas mal Treatbot, par exemple, ou Emotet qui circulent comme ça. Via des factures. Et donc, en fait, ces fichiers sont très très mal identifiés par les antivirus. Donc les poster par exemple sur VirusTotal va permettre d'avoir un taux de réactivité, d'avoir des samples sur lesquels travailler, et donc travailler des signatures pour améliorer la détection. Je m'égare, on va rester du coup sur nos fichiers ici. Alors, là, bon, c'est intéressant, donc on va déjà éliminer tout ce qui n'est pas du 386. Donc on va prendre notre ami FTP, désolé pour espace, et puis on va pouvoir commencer à regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc avant de passer en mode tête baissée désassemblage, etc., on peut commencer à regarder un petit peu, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la commande strings. Donc typiquement, la commande strings va extraire les chaînes de caractères qui sont contenues dans un binaire. C'est très utile pour découvrir un petit peu quels seraient les strings hardcodés dans un binaire et dans un exécutable. Donc par exemple, on peut le lancer sur notre ami FTP. Donc on voit qu'il y a du monde. On voit notamment que on a la libc qui est là. Donc on a le getSockName, SIGProcMask, Free, tout ça, donc c'est des choses de la libc. La UserAgent, je ne sais pas si c'est vraiment dans la libc. Bon, ça se laisse, voilà. Send HTTP, ouais. Telnet
Telnet Test Find Random IP. Là, je suis pas du tout sûr que ce soit vraiment dans la libc. Là, je crois qu'on est un petit peu en train de s'égarer. Là, c'est plutôt le code vraiment du malware en tant que tel. Donc, a priori, il a effectivement quelque chose qui fait du Telnet. MAC adresse, Mirai Test Find Random IP. Bon, on voit que tout est un peu mélangé, mais effectivement, ça permet un petit peu de découvrir déjà ce sur quoi on va travailler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, on va regarder quand même du début, voir si on n'a pas loupé des petites choses. Bon, du bruit. Strings n'est pas insensible au bruit. Hein. Voilà, donc pas mal de bruit. Ok, oh, ça c'était pas mal. Donc là, on a des user agents. Donc à mon avis, le mec, il a tapé user agent sur Google et puis il a pris tout ce qu'il a trouvé dans Wikipédia. On a de la PlayStation, on a... C'est la fête. Hein. Windows 9 hits. Mais oui, Netscape 9.1. J'utilisais ça quand j'étais ado. La PSP, oui, Doris, je connais pas. Bref, on a du monde. Là, c'est plutôt intéressant. On voit quelque chose qui ressemble à une IP. Ah, la ligne de commande qu'on a reçue sur notre honeypot. Donc potentiellement, ça, c'est hardcodé et c'est le mécanisme d'infection des autres bots. Là, ça ressemble à des credentials, admin, support, root, telnet, user, administrator. Voilà, là, ça doit être la liste des mots de passe. Oh oui, parce que c'est celui-là qu'on avait reçu de mémoire. Ok. Là, on rentre, voilà, donc on a tout plein de choses, ok. Ah, on a des IP en dur. Enfin, en tout cas, des choses qui ressemblent à des IP. Qui doivent être complétées sans doute par du random. On devine, hein, on est en phase exploratoire. Successfully booted, ok, donc ça a le mérite d'être clair. A priori, il a l'air de faire un peu de brute force, notre ami. Ok, kill all, il doit killer des process, d'accord. Ok, donc il s'annonce comme étant un Mirai, mais clairement, on n'a pas vu que c'était du Mirai, hein, on est plus sur du Bashlight, donc c'est une personne qui essaie de se rassurer sur ses compétences. Ok, donc on a tout plein de choses, ça va être les commandes peut-être. Là on fait pas mal de RM, alors c'est un gros adepte du RM-RF. Ah, les DNS de Google, coucou Google. On le retrouve là, avec peut-être une chaîne à l'intention des personnes qui font du reverse. Souvent il y a des messages dissimulés à l'intention des personnes qui font du reverse, c'est comme ça. Voilà, bon, on voit tout plein de choses, là après c'est vraiment les strings de la libc. Donc là déjà on voit rien qu'être des strings, ça nous apprend énormément de choses sur, mine de rien, ce à quoi on a affaire. Sans même regarder de l'assembleur, ça c'est très important. Donc on a vu qu'il y avait des IP quand même. Moi ce que je vous propose c'est de faire un petit grep sur ce qui ressemblerait à une IP. Alors est-ce qu'il y a des pros de la Red Hat parmi nous? Non. Bon, une IP, on est d'accord, c'est des chiffres. Alors je le fais en mode un peu bourrin. Voilà, c'est des chiffres qui se répètent. Enfin, c'est 4 octets globalement, séparés par des points. Toc. Voilà. Toc. Allons-y. Et donc, mon grep, il me retourne donc forcément les navigateurs. Il me remonte cette IP là, qui est quand même très 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 étrange. Name server, donc les DNS Google. Les DNS alternatives Google, les DNS Google encore une fois. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc cette IP, mine de rien, bon, elle est plutôt intrigante, elle est sur un port qui est aussi, lui, intrigant. Donc on pourrait quand même fortement miser sur lui comme étant un serveur de contrôle. Bon. On peut essayer de s'en donner le cœur net. Souvent, dans l'analyse de malware, on va aussi exécuter le malware. Alors c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, essayez d'avoir un environnement qui est vraiment isolé, pas sur votre prod, qui soit bien dégagé, que vos données ne soient pas accessibles de ce malware. Et surtout, ne croyez pas qu'une VM vous permet d'être en sécurité. Ce n'est pas toujours le cas. Une VM, ça peut également être un excellent moyen de se protéger d'un malware. Comme je vous disais tout à l'heure, la majorité des malwares aujourd'hui identifient qu'ils sont exécutés dans une sandbox, dans une machine virtuelle. Donc par exemple, ils vont regarder, souvent une blague qu'on se fait entre nous, c'est si vous voulez être sûr de ne jamais être infecté par un malware, vous renommez vos disques durs en VMware. Parce que clairement, c'est clairement affiché que du coup vous êtes dans une machine virtuelle VMware, et donc le malware il va directement identifier qu'il est en train d'être sandboxé,
il va pas se lancer. C'est aussi bête que ça. Bon, là on est sur des malwares qui sont loin d'être à ce niveau de taquitude. Donc, on va se permettre de le lancer. Là, je suis sur une VM qui est normalement, si OVH a bien fait son job, ce que je pense, parce qu'on fait l'audit quand même des infras, est isolé. Donc, on va pouvoir le lancer. Par contre, moi, j'ai pas forcément envie que ma machine, là, elle lance des attaques sur l'Internet. C'est pas forcément ce que j'ai envie. Donc, vu que j'ai une très grosse suspicion, à défaut de tout IP table, ça vous parle, notion de firewall, à défaut de tout IP tabler mes flux sortants, je vais juste IP tabler cette IP. Je prends pas trop de risques, je pourrais me couper les deux mains en vous disant que c'est bien cette IP le serveur de contrôle. Donc hop, une petite IP table sur l'output, destination sur cette IP, moi j'y drop. Hop. Comme ça, si j'essaie de pigner cette IP, not permitted, je suis droppé. Comme ça, au moins on ne pourra pas se connecter sur le serveur de contrôle, je ne pourrai pas recevoir d'attaque, et ma machine ne pourra pas être impliquée dans des attaques. Ça, c'est aussi important. Bon, bah... j'exécute le malware comme ça, à votre avis? Non? Bon, je vais déjà le chmoder. Alors, on va pas l'exécuter comme ça, parce que ce serait juste une perte de temps. On ne verrait pas ce qui se passe vraiment. Je vais utiliser la commande strass. Alors, il y a plein de hitstrass qui existent. Strass a le mérite en fait de tracer tous les appels système et tous les signaux qui sont utilisés lors du runtime. Donc ça va me permettre en fait de savoir exactement tout ce que le binaire que je suis en train d'observer est en train de faire, avec un détail. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de faire lorsqu'il s'exécute. Je vais juste rajouter une petite option qui est le "-f et qui permet également de tracer les process fils, si jamais il y a des forks ou si jamais il y a des threads. Donc là, je vais faire un petit strass, voilà, et je vais lancer mon FTP. Je vais juste router ça dans un fichier, router les logs dans un fichier pour pouvoir le lire tranquillement. Bon, j'attends un petit peu que ça s'exécute, histoire d'avoir du contenu, oui. Ça, il est packagé, il suffit de faire un petit apt-get, et puis sous Debian, après Yum si tu préfères, ou Yaourt, ou tout ce que tu veux. Oui. Le rétroproge. Alors, je vais essayer. Toc. Voilà. Alors bon, là je pense qu'il a eu le temps largement de s'exécuter. Je vais juste le stopper comme ça. Vous verrez pourquoi après. Et donc on va regarder qu'est-ce qu'on a pu avoir en tant que log. Alors, les couleurs, ça va? Je peux changer. Toc. C'est peut-être mieux comme ça, plus de contraste. Et on va agrandir. Alors, là on voit que Strass fait son ZVE pour lancer le binaire. Donc là c'est vraiment tous les syscalls. Hein. On est vraiment au niveau syscall, au niveau kernel. Donc on voit tous les syscalls, bon de la IOCTL on peut passer, PRCTL très bien. Donc là on a un petit time, on get le timestamp actuel. On récupère le PID, time, le PID encore une fois. Et là on voit, ok, ouverture de socket, et on tente de se connecter au DNS Google. Port 53, DNS, potentiellement on va essayer de faire une résolution DNS. Peut-être. Ça c'est l'IP de ma VM. Donc a priori il a essayé de résoudre, de faire des choses avec l'IP de ma VM, mais on ne saura pas quoi. Il a ouvert le procnet route, donc là le problème qui se passe c'est qu'il va read caractère par caractère. Donc on va gentiment lui dire allons au close, ça évitera de se taper tout le contenu du fichier, très bien. Un petit IOCTL encore une fois pour récupérer la MAC. Close, bon, il n'a pas fait grand chose. Et là, on voit que j'ai bien fait de rajouter l'option "-f parce qu'effectivement, le malware il fork. Donc, recopie en mémoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un nouveau process qui est créé, 1993. Et donc, 1993, il refork à son tour, puis il exit. Donc, il fork. Ok, il exit. Donc ça, c'est le process main qui exit également. Et là, on a un nouveau process qui est le 1994. Donc on voit en fait qu'on a deux forks successifs. Il change le directory, il se met dans slash, set UID.
On a des signaux qui sont reconfigurés. On refork. Hey, c'est le roi du fork, dis donc. Il exit le 1995 et on a du coup 1995. Il a repris le même PID qui se pop. Là, on a une socket qui s'ouvre. Et là, c'est très intéressant. On a un connect qui se fait sur notre IP de tout à l'heure avec le port 114. Donc là, c'est intéressant. Et forcément, timeout, j'ai IP tablé, donc on ne peut pas se connecter. Donc là, il y a vraiment de plus en plus de suspicions sur le fait que ce serveur serait notre serveur de contrôle. Ah là, ça semble être hardcodé directement dans une string. Donc il a même pas pris la peine de mettre la forme numérique de l'IP. Non, non, il a mis en string IP port. Donc on est sur un très très haut niveau de technicité. C'est des malwares effectivement qui... alors c'est bête à dire, hein, mais on est sur des malwares qui vraiment pullulent, qui sont une vraie, qui parasitent l'internet. Parce que mine de rien, là, vous avez vu, hein, j'ai été scanné plusieurs fois en quelques minutes. Ça pullule des Qbots, il y en a énormément. Ça peut lancer des attaques, mine de rien, de 100, 200, 300 MB. Il y en a, les plus robustes peuvent aller à quelques gigs, donc quelques gigabits par seconde. Et c'est codé avec les pieds. On a même reverse, on a même récupéré des sources de certains échantillons où ils font du flou d'HTTP, pour ceux à qui ça parle, à coup de wget. Donc ils font une boucle, et derrière ils font un système wget. Autant vous dire que les perfs c'est juste ignoble, ça sert à rien, mais les mecs ils s'acharnent. Et le problème c'est que sur une infrastructure, par exemple une personne qui s'auto-héberge, ça peut marcher potentiellement. Avec un nombre suffisant de bots, ça peut marcher. C'est bien ça le problème. Bon, plus trop de doutes sur le fait que cette IP semble un petit peu véreuse. Ce que je vous propose... Ah, j'allais oublier. Donc là, en fait, j'ai exécuté un malware. Bon, chouette. Mais là, du coup, j'ai un process, le 1995, qui potentiellement tourne. Si je quitte Strass, il va continuer de tourner, mon process. Ce qui peut être pas mal, vu que je vais continuer un peu d'utiliser la machine, c'est mon process qui est là, sans nom. Je lui dis au revoir. Je ne fais pas dans la dentelle. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir... Tac. Il s'est auto-fermé, mon Strass. Donc là, normalement, au moins, j'ai ma machine qui est plus ou moins clean. Globalement, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est si vous exécutez un malware, directement votre machine, poubelle. C'est usage unique. Donc en général, on se fait des machines virtuelles, on se fait des templates, et on redéploie les templates à chaque fois. Et dès lors qu'on a besoin de faire une analyse dynamique, on fait une analyse dynamique, la VM poubelle, on remet le template. Parce que derrière, le comportement de la machine a pu être altéré. J'ai pu avoir mes DNS qui ont été réécrits pour utiliser des ROT DNS, donc des DNS malicieux. Il peut y avoir tout plein de choses. Donc, une analyse, une VM, et on efface tout ça. Donc là, j'avais mon IP, qui était celle-ci. Si j'ai bonne mémoire, c'était le port 114. Si j'ai bonne mémoire. Alors, ce que je vais faire, c'est du coup, maintenant que mon malware ne tourne plus, je vais pouvoir flusher mes IP tables. Voilà. Et donc, je devrais pouvoir repigner cette IP. Parfait. Bon. On va pas tourner autour du pot, hein, on va essayer de se connecter à notre IP. Netcat, ça vous parle? Donc ça initie une connexion TCP. Et là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc moi, je vais lui répondre Pong, je vais être gentil, puis je vais lui envoyer ping. Et effectivement, ça répond. Et donc là, en effet, on est en présence d'un serveur de contrôle, un serveur de contrôle Bashlight, qui est actif. Donc à tout moment, je peux recevoir une commande. Donc là, c'est pas le malware qui l'exécute, donc je vais juste le voir s'afficher, voir un écho. Donc à tout moment, je peux recevoir une commande qui demanderait au bot de se mettre à attaquer. Alors, voilà, c'est bien d'avoir fait ça. Donc là, hop, je vais pouvoir passer. Mais ce qui est intéressant, ensuite, c'est faire ce qu'on appelle un report. Donc, notifier l'hébergeur qu'il est en train d'héberger une machine un comportement un petit peu abusif. Alors, globalement, comment faire ça? C'est assez simple. Vous prenez l'IP, vous faites un whiz dessus.
Et en fait, ça va vous donner le propriétaire de l'IP. Là, le propriétaire, on voit que c'est Digital Ocean. Et donc, normalement, dans un WHOIS, vous aurez une mention d'une adresse abuse. Donc, si on cherche un petit peu, j'espère qu'il ne va pas me faire mentir. Normalement, Digital Ocean. Oh, il n'y a pas d'adresse abuse? Si, en haut. Le 4e en partant du bas. 1, 2, abuse. Ouais, mais il n'y a pas l'adresse mail. Bon, écoutez. Hein? Au grand mot, les grands remèdes. Abuse. Après, pour pas que vous voyez mes mails, forcément. J'enverrai un petit mail à Digital Ocean pour leur signaler, écoutez, vous avez une IP chez vous qui héberge un CNC Bashlight. Et une fois que vous avez fait ça, félicitations, vous avez presque sauvé le monde. En tout cas, vous avez fait votre BA du jour. Donc là, vous voyez qu'en 20 minutes, sans toucher à de l'assembleur, on a réussi à récupérer un serveur de contrôle. Donc je vous laisse imaginer si chacun de vous, par exemple, une fois par jour, vous vous amusez à faire ce genre de choses, on va vite épuiser normalement le stock de CNC qui existe, en tout cas de CNC Bashlight. Bon, ça ne marche pas exactement comme ça, mais en tout cas, ça permet très vite de prendre des actions. Parfois, ça peut arriver, comme je vous dis, qu'au VH, on héberge ce type de malware. Donc là, il faut pas hésiter. Vous nous envoyez un mail à abuse@ovhnet. Vous nous contactez via le formulaire Abuse. On a aussi un formulaire Abuse qui traduit dans toutes les langues. Vous pouvez même, si vraiment c'est critique, vous m'envoyez un message privé sur Twitter. Enfin, faut vraiment pas hésiter. Nous, on va pas venir défendre ce type de personnes. Au contraire, en général, pour être très honnête avec vous, dès lors que je trouve ce type de contenu et que le contenu abusif est avéré, derrière, je vais couper. On ne peut pas tolérer d'avoir ce type de personnes chez nous. Que dire de plus? Très important aussi, souvent les gens l'oublient, nous n'avons pas accès aux données de nos clients. C'est-à-dire que vous pouvez héberger ce que vous voulez sur nos serveurs, on n'est absolument pas au courant. Donc souvent, il y a un argumentaire qui dit oui, mais vous pourriez complètement arrêter ce type de malfrat en regardant ce qu'il y a sur les serveurs. Non, pas du tout. Pas du tout, je vous arrête. Les lois sont très strictes là-dessus. En tout cas, en France et en Europe, on n'a aucun droit d'accès aux données. Donc on est incapable de savoir qu'est-ce qui se passe sur nos serveurs. Nous, on loue des serveurs, ensuite ils sont complètement à vous. Vous pouvez faire tourner ce que vous voulez. Alors forcément, si vous enfreignez nos conditions de service, votre service va malheureusement disparaître. Mais derrière, vous pouvez aussi vous faire compromettre et nous, on ne le verra pas. C'est à votre charge d'administrer les services. Voilà. Sur ce, bon, j'espère que vous aurez appris des choses lors de ce meet-up. Moi, je suis ouvert à toutes vos questions. Vous aurez vu qu'on n'a pas fait d'assembleur pour éviter de perturber trop l'audience, mais que même sans assembleur, finalement, même sans ouvrir un IDA, un GDB, un Holydebug, tout ce que vous voulez, on arrive à faire des choses. Et ça, c'est vraiment le message à retenir. C'est l'assembleur, c'est vraiment qu'on veut commencer à rentrer dans le détail. On n'est pas obligé de partir dans de l'assembleur pour analyser un malware. Voilà, merci de votre attention.